merci à tous les deux donc pour ces réponses extrêmement développées qui nous ont permis d'ailleurs parfois de faire certains détours en profondeur pour revenir sur des choses un peu fondamentales, mais c'est toujours bien de les voir un peu vivantes comme ça à travers cet échange qui était, je pense, honnête et direct. Et je remercie déjà nos orateurs. Alors maintenant, on a un petit peu hors délai. On peut nous excuser pour ce retard, mais vous avez vu que voilà, comme ils se rencontraient finalement, c'était la première fois qu'ils avaient l'occasion de discuter ensemble. Évidemment, ils ont beaucoup de choses à se dire parce que voilà, ils découvrent les positions l'un de l'autre. Maintenant, on se tourne vers vous. Est-ce que l'un ou l'autre voudrait adresser une question ? Ça marche comme ça. Donc, un tout grand merci parce que ce sont des questions vraiment fondamentales. Moi, je ne suis pas ni philosophe du droit, ni théoricien du droit, mais je suis environnementaliste, donc juriste en droit de l'environnement, et ça résonne très fort, évidemment, aujourd'hui. Des questions, je dirais, comme la lutte contre le réchauffement climatique, contre le déclin de la biodiversité, etc., sont des problématiques qui sont globales. En droit de l'environnement, on étudie certains concepts qui sont, je dirais, de plus en plus véhiculés. Alors, je ne vais pas me positionner ici par rapport à vos positions respectives. D'abord, je ne prétendrai certainement pas le faire. Je ne saurais pas vraiment donner des arguments supplémentaires, ça certainement pas, mais je trouve que ça résonne très fort par rapport à des problématiques globales. Je suis, étant publiciste, évidemment attaché au rôle de l'État, mais comme publiciste, voilà, les environnementalistes voient le droit à la fois comme un cadre, mais aussi comme des instruments, et je pense vraiment qu'il y a énormément à dire sur tout ça. La question de la normalisation, par exemple, en environnement, elle est très importante. Les normes ISO dont vous parliez, les labels, etc., ça rentre, et on voit que ça percole, je dirais, de tous côtés dans les politiques publiques. Est-ce que c'est du droit, est-ce que c'est pas du droit? Comment est-ce qu'il faut se positionner? C'est sûr que, en tout cas, on est obligé de faire face et d'appréhender ces phénomènes-là. Et certainement, je ne rejetterai certainement pas l'idée de faire des recherches ou de discourir sur ces nouvelles normativités. Je ne prétendrai pas, parce que c'est vrai que moi j'utilise le concept de soft law sans doute de façon un petit peu, je ne vais pas dire confortable, parce qu'en effet ça permet de ne pas justement qualifier nécessairement toutes les normes de juridiques, de non juridiques, où est-ce qu'on est. C'est sûr que ce sont des discours très importants, mais je vous rejoins en tout cas sur l'idée qu'il ne faut pas les nier et les négliger dans une approche, je dirais, pragmatique. J'ai aussi, ça, je peux dire que je suis quelque part pragmatique dans mon approche. Moi, j'ai des questions sur des concepts, je dirais, qui sont véhiculés par le droit international, mais qui, aujourd'hui, ont des retombées très concrètes. Je prends, par exemple, un arrêt de la Cour internationale de justice sur les usines de pâte à papier, par exemple, qui est un arrêt Uruguay contre Argentine, dans lequel la Cour de justice a indiqué que fait partie maintenant du droit coutumier, du droit international général, une obligation de réaliser une étude d'impact transfrontière quand un État mène des activités qui ont un impact qui va au-delà des frontières et qui provoquent un dommage environnemental ailleurs. La Cour de justice dit maintenant, la Cour internationale de justice dit maintenant que c'est une obligation générale dans le chef des États. Mais ça a des retombées aussi très concrètes à l'intérieur des frontières, puisque les autorités administratives maintenant doivent finalement se conformer à cette exigence. Donc ça veut dire que tout le droit va devenir... Enfin, il va y avoir des conséquences juridiques importantes. Moi, ce que je me demandais, c'était justement, est-ce que le droit global, est-ce que la coutume internationale, quand elle a des retombées comme ça qui traversent les ordres juridiques, est-ce que pour vous, ça fait partie de ce droit global? J'avoue que je découvre un petit peu le concept lui-même, donc je me demandais si des concepts qui prenaient une juridicité à l'échelon international, mais qui avait des retombées dans des ordres juridiques internes comme ça, est-ce que ça pouvait être considéré comme du droit global? Voilà, c'est une question un petit peu je dirais, de béotien quelque part dans le domaine du droit global. Je ne connais pas je ne connaissais pas vraiment ce champ de la théorie du droit et de la philosophie du droit, donc je m'adresse à vous vraiment je dirais en néophyte. Et voilà, je vous posais la question.
Merci beaucoup. C'est une question très importante parce que je me rends compte que c'est un point qui n'a pas été explicitement dit. Donc, le concept de droit global est un concept inclusif, pas exclusif. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne regarde pas depuis un ordre juridique déterminé que n'appartiendrait au droit global que ces normativités dont le statut est ici disputé. Bien entendu que tout joue. Ce dont on se passe, c'est plutôt le concept d'ordre juridique, parce qu'aujourd'hui, notamment dans tout un tas de constructions de l'ingénierie juridique publique ou privée, nationale ou au-dessus de la nation, je n'emploie pas ici supranational parce que ce serait ambigu, on utilise comme des différentes briques de Lego, des éléments de différents droits. J'en ai fait une allusion au droit à propos du droit fiscal. Et très souvent aussi, en fait, ce qu'on a, c'est parce que nous travaillons, nous aimons bien faire des catégories en droit, et donc on veut des formes chimiquement pures, mais en réalité, ce qu'on va vers, c'est vers une hybridation des normativités, où on joue en complément. J'ai évoqué des indicateurs qui jouent en rapport avec des lois qui sont modifiées, des exécutions de législation fiscale par des algorithmes, etc. Donc, tout ça, mais de manière encore plus fouillis et mélangés. Ça ennuie beaucoup de juristes, alors ils veulent mettre de l'ordre, mais le fait est que la réalité n'est pas en ordre. Le monde n'est pas en ordre pour le moment. Et donc, tout dépend de l'intérêt de connaissance. Si on veut bien connaître, au fond, bien identifier, analyser les instruments du droit, ou si l'objectif est plutôt, par exemple, d'avancer dans la lutte contre la pollution, contre le réchauffement climatique. L'affaire à laquelle vous faites allusion est l'arrêt de la Cour internationale de justice. Donc c'est en fait une usine de pâte à papier finlandaise. C'est un groupe finlandais qui est le numéro 1 dans le domaine de la pâte à papier. Je ne sais pas si vous vous rappelez le nom parce qu'il m'échappe maintenant. C'est Botta, oui, je pense c'est ça. Botta, et en réalité, a fait l'objet, c'est une bonne illustration du contentieux transnational au sens où c'est une affaire qui a donné lieu à la saisine de tous les forts possibles et imaginables, qu'il s'agisse de forts juridictionnels classiques, des juridictions internes, qu'il s'agisse de la Cour internationale de justice, au niveau international, des institutions au niveau du Mercosur, des points de contact de l'OCDE, bref, sans faire, justement, les praticiens ne font pas des recours par catégorie, ils ont décidé de saisir tout en essayant de voir ce qui allait retomber. Attitude extrêmement pragmatique, et ils n'espéraient sans doute pas que ce qui allait retomber était aussi fort sur le plan des sources du droit international qu'un arrêt de la Cour internationale de justice, c'est-à-dire une source formelle du droit international pour le coup. Et donc, il faut savoir que la pâte à papier, c'est extrêmement polluant et que là, c'était une entreprise qui avait été mise en zone frontière et qui, en fait, polluait de manière gravissime tous les eaux d'une région extrêmement vaste. C'est toujours très vaste quand on parle de l'Amérique. On n'a pas idée des surfaces que ça représente. Donc, on a là une belle illustration de la mobilisation par des acteurs environnementaux de toutes les armes possibles et imaginables, qu'il s'agisse, allez, je vais parler comme tout le monde, puisque si vous êtes confortable, vous avez dit, de hard law, de soft law, de juridiction formelle ou informelle, ou qu'on ne peut pas appeler des juridictions, enfin, tout ce que vous voulez, tout ce qui est un guichet dans lequel il y a un type qui a un chapeau et qui dit « je vais trouver une solution ». Effectivement, dans le but d'avancer. Alors après, la question est de savoir quel est l'effet pratique. Ça, c'est un autre problème, la fameuse question qui est aussi, va être considérée par certains comme mal élevée de l'efficacité du droit. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir un arrêt de la Cour internationale de justice pour dire que le problème est résolu. Même si vous avez raison de dire, attention, c'est important, ça va percoler, ce principe va percoler, il va être ensuite appliqué par la juridiction nationale. Je crois ça beaucoup.
ce qu'il y a aussi en matière de droit de l'environnement, vous y évoquiez le rôle des normes, des labels, etc., c'est d'essayer d'implémenter des dispositifs de manière plus exécutoire. Et pour ça, on a un énorme problème au niveau du droit international. C'est la grande faiblesse, tout le monde le connaît, du droit international, c'est l'exécution. N'oublions pas que ce sont les États qui sont les agents d'exécution du droit international. Il ne faut pas avoir fait 5 ans d'études de droit pour savoir que c'est un problème. Et donc, par des dispositifs qui sont différents, dont la légitimité est nulle, mais dont l'efficacité peut être importante, on essaye alors de trouver d'autres moyens. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Il y a une étude très importante, on pourrait faire une thèse là-dessus, il y en a eu d'ailleurs, mais toute la question des droits de polluer négociables est une question de savoir si cet instrument, qui est un hybride entre une autorisation administrative et un titre négociable, qui a été lancé par l'OCDE comme moyen de lutte contre le réchauffement climatique et qui, de fait, est le principal instrument juridique arc-clos de l'Union européenne pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, il y a là toute une étude que moi j'ai eu l'occasion d'enseigner ça à mes étudiants depuis de très nombreuses années, avant même l'adoption du protocole de Kyoto. On peut voir exactement sur le terrain pourquoi est-ce qu'on a décidé ça, qu'est-ce que ça a produit comme effet, qu'est-ce que ça n'a pas produit comme effet, comment l'Union l'utilise, etc. Voilà un sujet. On s'intéresse au réchauffement climatique. Alors, on peut étudier les GOP, trucs, bazar, etc. C'est d'ailleurs ça qui a fait Kyoto. Mais on sait très bien que depuis Copenhague, on est revenu très en arrière, que sur ce dossier-là, comme sur tout un tas de dossiers internationaux, parce qu'il y a une opposition des intérêts, on n'est nulle part, on est bloqué. Donc, par rapport à ça, l'Union européenne a développé un instrument à laquelle elle était réticente, qui ne marche pas pour l'instant, mais dans lequel on continue néanmoins à investir, et peut-être de manière qui n'est pas complètement idiote. Mais ça, je reste dans le mystère. Je ferai une conférence sur les droits de polluer négociables. Voilà. Est-ce que le juriste doit s'occuper de ça? Non, c'est des bourses. C'est de la bourse. C'est de l'économie. Mais non, c'est un moyen de lutte contre le réchauffement climatique. Ça intéresse le juriste, ça. Mais il faut rentrer dans le détail. J'ai souvent parlé des internationalistes qui m'ont dit « Ah oui, mais ça, je ne m'en occupe pas. » Ben, pourquoi? Maxime, tu peux rebondir sur la question précise. Est-ce qu'on rapidement, là, parce que je connais visiblement moins bien l'arrêt, mais est-ce qu'on parle d'une coutume qui était reconnue par la Cour internationale de justice? Oui, tout à fait. C'est du droit. Pourquoi quel est l'intérêt de parler de droit global si c'est une coutume qui était reconnue, dont la juridicité est reconnue par la Cour internationale de justice? Alors ça me permet Est-ce qu'il a des effets, je dirais, de percolation, je veux dire, dans les ordres juridiques internes, dans les... Voilà, bon... moi, c'était plutôt l'effet, je dirais, de diffusion, finalement, alors que la Cour internationale a reconnu que, finalement, bon, c'était une pratique déjà très répandue des États, c'est bien la raison pour laquelle elle a reconnu que c'était une coutume. Mais à l'inverse, comment est-ce que ça s'est répercuté? Voilà, moi je voyais ça comme un concept global, mais voilà. Ouais, mais en fait, ça nous ramène au vieux débat, puis ça intéresse toute l'importance du critère de démarcation. C'est le vieux débat sur le statut de la coutume comme source de droit. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Hart qui dit finalement tous les discours sur la juridicité de la coutume, c'est un peu de la mythologie. En fait, c'est le juge qui reconnaît la coutume. La coutume, c'est des faits. Et ça me permet juste de revenir sur ce sur quoi j'ai voulu insister. J'ai jamais dit qu'il fallait pas s'intéresser à ce que moi je ne considère pas comme des normes juridiques. On peut en tenir compte comme des faits. Et souvent, même devant le juge, en première instance, les faits sont beaucoup plus déterminants que les normes juridiques. Mais qu'il s'agisse d'une coutume qui finalement serait reconnue, ici lorsqu'elle est reconnue par le juge,
Ça devient du droit international. C'est inutile, je pense, de s'interroger sur savoir si c'est du droit global. On sait déjà on sait que c'est du droit. Mais qu'il s'agisse de coutumes, qu'il s'agisse de nouvelles normativités, qu'il s'agisse de lois de l'économie, je ne dis pas que ce n'est pas pertinent, je ne dis pas qu'il faut s'aveugler, qu'il faut pas... Tout ce que je dis, c'est que en fait, je pourrais poser la question, où est le problème dans le fait de reconnaître, par exemple, que de nouvelles normativités puissent entrer, par exemple, en concurrence avec le droit? Il est où le problème là? Je ne le vois pas, là. Ça n'empêche pas les juristes de s'y intéresser. Ça demande juste aux juristes de continuer de faire la distinction entre ce que la règle de reconnaissance reconnaît comme du droit et ce qu'elle ne reconnaît pas comme du droit. Et ce n'est pas vrai que la valeur revendiquée de la distinction en ce qui est du droit, ce qui n'en est pas, emporte un fétichisme de la loi. Ça, c'est pas vrai du tout. Ça n'a jamais empêché la critique de la loi. J'ai critiqué moi-même plutôt le légicentrisme volontariste. Ça n'empêche aucunement la critique de la loi. Ça n'empêche pas la critique du droit. Ça n'est absolument pas le positivisme juridique et l'état de droit. Ça n'est absolument pas le fétichisme du droit positif. Au contraire, ça permet une critique encore plus éclairée plutôt que de cultiver la confusion, ce qui ouvre la porte à des formes de justnaturalisme et à l'arbitraire. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation. Merci encore à nos deux orateurs et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent s'informer, c'est l'arrêt Botnia. Ça m'est revenu. B-O-T-N-I-A. Et vous pouvez voir tout le contexte de l'affaire qui s'est développé sur une quinzaine d'années. Merci.